Swear. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur le retour de Rust. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. On va s'intéresser aux combattants qui sont restés trop longtemps dans la cage parce que oui, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent malheureusement et qu'on a toujours vu dans tous les sports de combat finalement, et là qui revient un petit peu sur la table avec ce cher BJ Penn qui n'a toujours pas annoncé sa retraite alors que vraisemblablement il devrait là pour le coup s'être retiré depuis un petit moment. Ouais, purée, et voilà, c'est pour ça, on est dans le rush, mais il aurait fallu savoir, je crois que c'est 7 défaites d'affilée, un truc comme ça. 7 défaites d'affilée et surtout plus aucune victoire depuis Matthews en 2010. Parce qu'ensuite, il y a eu le match nul contre John Fitch, et depuis, c'est uniquement des défaites. Ça a commencé, c'était Nick Diaz, ensuite Rory McDonald, et puis... All downhill from here. Ouais. Bah ouais, donc en fait, BJ Penn, c'est le plus triste en fait, parce que lui, clairement, il est en train d'avoir un record à la Bob Sapp en MMA, et c'est vraiment pas un compliment, c'est clair. Donc voilà, le truc, c'est que BJ Penn, ça a toujours été un peu spécial parce que il a toujours été en gros accepté, parce que les gens qui s'entraînaient avec lui, ils disaient, etc., que en gros, il est pas fan de l'entraînement, il est pas fan, il adore se battre, il adore être dans la cage et il adore se confronter à ce qui se fait de mieux sur la planète, mais ça n'a jamais été un bourreau de travail en termes d'entraînement et tout. Et du coup, il s'est fait dépasser quand le MMA a passé la seconde. Et là, il en est rendu à un point où, donc 7 défaites d'affilée, ce qui est quand même monstrueux. Ouais. D'autant plus que c'est étalé sur autant de temps. Donc il a fait plusieurs pré-retraites, puis je reviens, puis parce que il y a quelque chose visiblement qui pour lequel il aura toujours un regret, et il l'avait dit, BJ Penn, c'était le fait que il voudrait pouvoir se dire j'ai donné mon maximum, j'ai été la personne que j'ai atteint mon plein potentiel, et voilà ce que ça aurait donné si j'avais atteint mon plein potentiel. Donc il a essayé de revenir à chaque fois en mode ok, cette fois-ci je veux plus avoir aucun regret, tout ça, sauf que il est jamais revenu à 100%, il s'est jamais mis dedans complètement, le train était passé, et là il est en train de se faire mettre KO en dehors de boîtes de nuit à Hawaï, de façon vraiment, mais c'est d'une tristesse à pleurer, quoi. Complètement. Donc BJ Penn, c'est triste. Après il y avait aussi beaucoup d'autres combattants, parce que là c'est peut-être petit podcast en mode magazine, où c'est finalement la raison qui pousse à ces combattants à rester, alors que quand on regarde les autres sports qui sont, par exemple, on va dire le foot, le basket, quand vous êtes sur le déclin, parce que c'est en rien affligeant quand vous vous dites, le mec, il a 40 piges et maintenant il est remplaçant. Le problème, c'est qu'en MMA, vous combattez toujours, donc vous êtes toujours dans la cage et vous pouvez pas occuper une autre position. C'est le gars, par exemple, Fedor aujourd'hui, qui est vraiment sur le déclin, on peut le dire, reste en main event à chaque fois, et donc il y a tant de temps, il se retrouve face à des Ryan Bader, ou des combats, on se dit, c'est quand même un petit peu triste. Ouais, c'est le seul truc, c'est que de toute façon, ce qu'il faut dire aussi, et ça tu le retrouves partout. Les gens qui font du MMA à ce niveau-là, faut vraiment se dire que ce sont des combattants, ils sont nés pour ça. Et vraiment, c'est pas pour faire une belle phrase. Ils sont nés pour ça, et donc ils sont incapables de ne plus le faire. Ils sont incapables de s'arrêter parce que ils ne connaissent que ça, et c'est ce qui les fait vibrer dans la vie. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que donc ça veut dire que jamais ils se départiront de ce désir de combattre, tu vois. Jamais. Et du coup, ça fait des mecs qui, même à 50 piges, ils ont quand même envie de se la mettre. On le voit avec Chuck Liddell. Après, je pense qu'il y a aussi, au-delà de ça, le côté financier. Ça, il faut pas oublier ça, où c'était Brahim Masloum qui avait dit dans le podcast Fedor, tu vois. À partir du moment, mais dans le sens où, en gros, à partir du moment où t'as atteint un statut suffisamment important, ce pourquoi t'as travaillé toute ta vie, donc à savoir pouvoir être bien payé pour combattre, t'as envie de profiter de ça. Et les mecs comme Fedor ou ces gars-là, je pense que, tu vois, ils ont énormément d'argent, mais c'est pas des gars comme Chael Sonnen ou d'autres mecs qui peuvent se dire, si j'arrête, j'ai d'autres business qui me rapportent plus, sinon autant que ce que je fais, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple aujourd'hui de mecs qui restent trop longtemps, mais où on se dit, avec tout ce qu'il fait à côté, il est tranquille.
C'est vrai. Et un mec, quand je dis qui revient, mais qui revient vraiment pas à façon, tu vois, Chael Sonnen ou Tito Ortiz, où tu sais que quand ils reviennent, bah c'est plus c'est le petit bonus à la fin d'année pour offrir des super cadeaux aux enfants, quoi. Bah comme ça fait Carlos Condit, tu sais, en gros, il a dit lui clairement c'est que ça lui manquait, mais il y avait aussi le fait que au niveau pécunier, ça fait du bien aussi, quoi. Voilà. Et pour un mec comme Carlos Condit, c'est exactement l'exemple où là on se dit pourquoi est-ce que le gars continue toujours, parce qu'il faisait partie des meilleurs au monde et aujourd'hui il se fait battre pas par n'importe qui, mais il est sur une grosse série de défaites et c'est parce que je crois il avait pris sa retraite et c'est son restaurant qui avait pas bien fonctionné. Il y a alors le restaurant, je sais pas si si t'es sûr de l'info. En tout cas, une info dont je suis absolument certain, c'est qu'en gros il travaillait alors il me semble que c'était un hôpital. En tout cas, il aidait. Il était en gros je sais pas, officier d'appoint ou je sais pas comment on dit, pour des chirurgiens en fait. Oui, donc il filait, tu sais, les ustensiles et tout ça, et il disait, le problème c'est que je faisais ce taf là parce que il faut bien bouffer, mais j'étais là et je filais les outils et je regardais ce qui se passait et je me disais putain, je pourrais être dans une cage à faire ce que j'aime le mieux dans cette vie, c'est-à-dire combattre des tueurs, des assassins qui ont la même passion que moi et tout ça. Et du coup en fait il a quitté et il est revenu pour combattre. Du coup à l'époque c'était pas Neil Magny? Neil Magny, voilà, c'est ça. Et c'est ça, mais voilà, on en revient à, ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils savent qu'ils sont nés pour ça et c'est ce qu'ils aiment le plus, c'est leur passion. Et c'est là où c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a un distinguo qu'on peut faire aussi sur les gens qui sont restés trop longtemps. Il y a ceux qui restent trop longtemps et ça devient triste parce qu'ils deviennent complètement datés au niveau de leurs compétences. BJ Penn, pour le coup. Il y a aussi ceux qui prennent leur retraite beaucoup trop tard parce que BJ Penn, il a jamais été mis KO à part dehors, du coup. Mais en gros, il y a aussi les combattants qui ils sont pas forcément, ils le sont généralement datés au niveau skill, mais c'est surtout, en gros, ils ont franchi, tu sais, ce cap au niveau du menton, et à chaque fois qu'ils se font toucher, c'est KO. Et là, on peut parler de Chuck Liddell. Ou de même, au-delà de, ou même, on va dire, niveau, quand on parle de fameux mile age dans la cage, un mec comme Diego Sanchez, par exemple. Ouais, parce que Diego Sanchez, pareil, Diego Sanchez, lui, c'est terrible parce que il est pas nécessairement connu pour avoir un menton de verre. Pas du tout, même. Exactement. Mais en revanche, il a un style de combat qui est tellement, comment dire, prompt à prendre des dommages tout le temps et des dommages hardcore, que lui, tu te dis, mais vraiment, s'il développe pas, c'est horrible ce que je veux dire, mais s'il développe pas de maladie neurodégénérative ou neurodégénératrice, je sais plus comment on dit, à 50 piges, mais vraiment dur, il aura une chance de cocu, mais comme personne dans l'histoire, tu vois. Et c'est là où c'est vraiment terrible. Parce que Diego Sanchez, en fait, si on est pragmatique, Diego Sanchez, aujourd'hui, il a aucune chance de gagner un titre. Quand même. Franchement, même au Bellator. Même au Bellator. Même au Bellator, non. Bellator, je pense qu'il peut avoir le title shot en lightweight. Title shot, limite, mais parce que uniquement sur son value name. Sur le après, maintenant, aujourd'hui, en welterweight, même le top 10, c'est impossible. Mais même, non, c'est impossible. Même s'il va au PFL, maintenant, il y a Rory McDonald, donc, du coup, non. Mais bon, il arrive quand même à être co-main event d'un Fight Night face à Pereira. Ouais. Mais donc, voilà, il y a des gars comme ça, comme Diego Sanchez. Voilà, lui, c'est typiquement parce que il ne connaît que ça, en fait. Lui, vraiment, il ne connaît que ça. C'est une passion, oui, mais aussi parce que lui, de ce qu'il disait, il n'a aucun plan B, en fait. Exactement. Et là, par contre, c'est terrible. Parce que t'as des gens qui ont des plans B, qui peuvent, soit ils ont leur gym, il y a pas mal de combattants qui font ça, en fait. Ils ouvrent leur gym, et du coup, après, ils sont sereins, en fait, par rapport à ça. Après, c'est quand même compliqué. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est dans les gars c'est rare, les mecs qui ont réussi à avoir une vie en dehors. Par exemple, tu regardes Chuck Liddell, c'est une légende, mais tu vois, il a pas fait de truc où tu te dis, il est... il était à l'UFC, quand même. Il travaillait à l'UFC, et il était rincé, tu vois. Mais depuis qu'il n'y a plus l'UFC, c'est pile ce moment-là où il est revenu pour faire son combat contre Tito Ortiz. C'est vrai. C'est ça, tu vois. Parce que tu regardes Forrest Griffin, lui pareil, il a jamais émis le souhait de revenir pour combattre parce que aujourd'hui c'est le vice-président du Performance Institute, il est très bien payé, il fait aussi le job, mais du coup t'as cette assurance de dire chaque année j'ai mes 200 000 qui tombent et donc par rapport à tout ce que tu gagnais quand t'étais combattant, tu vois, t'as pas un drop énorme et où tu te dis j'ai tellement mal géré qu'il faut que je recombatte. C'est vrai. C'est vrai, parce que ça, c'est le plus triste, en fait. C'est ça, exactement. Quand on est rendu à, parce qu'il faut bien bouffer, parce que t'as pas d'autre choix, que t'es obligé de recombattre et de continuer à combattre, là, il y a pas plus désespérant que ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est triste. Mais
Sinon, il y a qui d'autre comme star qu'on connaît qui aurait dû arrêter. Mais aujourd'hui, plus tôt. et là, pour moi, c'est un cas différent. Au-delà de ceux qui restent, donc, comme l'a dit Ross, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, comme je pense, et là, pour le coup, c'est Conor McGregor, tu vois, je pense qu'il aura jamais de problème d'argent, mais je pense qu'il va combattre un petit peu trop tard, parce que, ce sera toujours un nom qui touchera des millions, mais que, en dehors de ça, c'est vraiment parce qu'il est né pour ça. Il y a les mecs qui doivent combattre parce qu'ils ont pas le choix financièrement, et t'as les gars, où là, je sais pas trop, à mon avis, peut-être on va dire qu'ils se sont pas rendus compte que le sport était passé à une autre étape. C'est les gars comme Anderson Silva, qui, on le rappelle, c'était je crois en 2018, avait dit, il voulait le title shot, en fait, pour le titre intérimaire face à Luke Rockhold, ou rien. Ouais, mais cela dit, oui, mais attends, parce que cela dit, l'UFC lui avait, quand il combattait Adesanya, s'il gagnait, il avait le title shot, tu vois. Donc au final, mais après, pour Anderson Silva, je pense que la situation, elle est un peu spécifique parce que je pense que Anderson Silva, donc, tu le soupçonnes de savoir et de se servir de ça comme... Non, justement, je pense qu'Anderson Silva, comme il a été tellement au top, mais c'est même pas au top, il avait genre une division au-dessus de toute la catégorie middleweight pendant des années et des années. Et du coup, je pense que c'est dans son système, en fait. Il se dit, à jamais, et ça l'est, tu vois. Je suis quelqu'un de tellement spécial que à n'importe quel moment, parce que j'ai des éclairs de génie, parce que j'étais tellement au-dessus de tout le monde tout le temps, je peux gagner le titre et je peux faire des trucs incroyables parce que je suis ce gars-là. Et c'est difficile de le blâmer, tu vois, parce que il a été l'élu pendant très longtemps. Bah ouais, mais voilà, tu vois, il combat Cormier, il arrive à mettre des kicks au foie qui font que putain, t'as l'impression qu'il aurait pu mettre Cormier. Quand il combat Bisping et qu'il perd, t'as l'impression qu'il est au-dessus, mais bon, il perd le combat parce que t'as l'impression, voilà, il se donne pas ou je sais pas trop quoi. Donc c'est difficile pour Anderson Silva, honnêtement, je me mets à sa place, hein. C'est difficile pour Anderson Silva de se dire, il faut lâcher l'affaire. Parce que je pense que dans sa tête, il se dit toujours, je suis un génie et je suis à un éclair de génie près de regagner un titre majeur à 40 piges, tu vois. Oh là là. Ouais. Après, pour moi, il y a eu, même pour lui, tu vois, du point de vue des adversaires, il y a eu une petite baisse parce que le moment où pour moi c'est vraiment passé, c'est quand il y a eu le combat contre... Cannonier ? Pas Cannonier, non, contre Derek Brunson. À l'UFC 208, où là, tout le monde s'est dit, il avait gagné, mais c'était là aussi une victoire hyper étriquée. Ouais. Et où c'était bon, s'il galère contre Derek Brunson, pour le reste, ce sera un petit peu compliqué. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc, maintenant. D'ailleurs, il a pas de combat de prévu, il est pas. Là, non, parce qu'il s'était blessé, justement, contre Cannonier, tu te souviens. Ah oui, oh la vache. Sur le leg kick. Ouais. Et là aussi, où en fait, c'est quasiment ton corps, là, qui te dit, stop. Mais c'est ça. Parce qu'il y a ça aussi, il y a un moment donné quand ton corps il tombe en ruine. Après le problème c'est que je pense qu'il y a aussi on va arriver on est déjà à une ère où la médecine et les techniques de récupération et les techniques de rafistolage en gros du corps humain sont tellement développées que avec les stem cells, les cellules souches et tout ça, tu te dis je peux encore continuer parce que j'ai les technologies qui me permettent de garder un corps à peu près à flot, tu vois. Donc il va probablement revenir. De toute façon, il a un contrat, il a re-signé il y a quelques temps pour 8 combats. Donc là, je sais plus combien il lui reste, mais au moins 5, tu vois. Donc, non, c'est terrible. Ça fait partie de ces gars, oui, là, on se dit quasiment à quoi bon, et je crois qu'on s'était posé la question dans le podcast, où ça fait partie de ces combattants qui sont allés tellement haut, un peu comme BJ Penn, où tu te dis que quand il continue à combattre, c'est pas qu'il ruine son héritage, mais vous, si vous découvrez le MMA par exemple aujourd'hui, vous allez voir Anderson Silva, vous allez juste vous dire, quoi, c'est un mec qui a un bilan de 36-10, finalement comme Cowboy, et puis il a eu une grosse série de victoires, il a battu ce mec-là, il a battu Vitor Belfort, mais aujourd'hui il y a aussi Gastelum, enfin tu vois, tu peux, et BJ Penn aujourd'hui il a un bilan, je crois qu'il est dans le négatif, où il est tout juste à... c'est un peu un genre de Mark Hunt, je crois, c'est-à-dire qu'il est à la limite, ça. Mais ou Artem Lobov. Voilà. Non, Lobov il est dans le négatif maintenant. Ah c'est bon, c'est bon. Donc voilà, donc ça fait partie de ces mecs où c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous le découvrez maintenant, vous dites bon. Et c'est là où c'est terrible. Et il y a un mec par contre. Oui, il y avait un éventuel déclin, mais finalement, il va avoir un title shot chez les Bantam, c'est José Aldo. Ouais, José Aldo. Mais voilà, encore une fois, José Aldo, c'est vrai que il a combattu donc Conor, et là il a pris le KO en 13 secondes. Bon là c'était difficile de dire c'est le déclin. Pour moi c'était pas le déclin, ça, parce que surtout qu'après revient, petite masterclass contre Frankie. Ouais, donc, et après il perd contre
probablement aussi un des meilleurs de tous les temps en featherweight, qui est Max Holloway. Et là, c'est là où moi je me suis dit, bon. Bah, c'est là où il y a eu un passage de flambeau, certes. Déclin, je sais pas, parce que c'est pas lui forcément qui déclinait, c'est simplement qu'il se faisait dépasser par un mec qui arrivait frais comme un gardon et le next gen, nouvelle génération. Mais ouais, tu vois, je me permets des petits anglicismes que tout le monde adore. J'aime bien en plus là. Next gen, nouvelle génération. Je me permets de me faire des traductions instantanées moi-même. Et maintenant, attends, donc c'est quoi déjà les derniers combats de José Aldo? Donc c'est 2 défaites contre Max Holloway à chaque fois par ticket au 3e round. Après, il est revenu contre Moicano, il a gagné. D'abord, il y a Jeremy Stevens body shot. Ouais. Il est revenu. Moicano avec 2e round KO. Et défaite face à Volkanovski par décision unanime. Ah ouais. Et ensuite, la défaite par décision split ou unanime face à notre cher Moraes. Ah voilà. Ouais. Donc là où c'est terrible, c'est que 2 défaites de suite. Ouais, mais regarde, par exemple pour José Aldo, c'est tellement dur de se dire, si je suis José Aldo là, de se dire c'est le temps d'arrêter parce que sinon ça va être de pire en pire. C'est tellement dur parce que tu viens de faire des split décisions et des combats serrés contre les mecs donc mais champions maintenant. C'est face aux meilleurs, donc c'est moins. Moi je trouve que c'est moins choquant qu'un mec comme Anderson Silva où tu commences ou même Fedor où tu galères face à Mambo et que tu te fais battre par Ryan Bader par des gars qui font pas partie des top 5 de leur catégorie. Ryan Bader ne fait pas partie des meilleurs combattants dans leur catégorie. Non. En heavyweight, mec, même en heavyweight, je sais pas, hein, il est chaud quand même. Ouais, mais t'as, bah non, parce que Miocic, Cormier, Ngannou, Blades, le cinquième qui est, bah même JDS, il aurait du mal, je pense. Le 5e qui est Junior Dos Santos, et en light heavyweight, non, mec, light heavyweight, je suis désolé, il fait partie. Gustafsson, Anthony Smith. Ouais. Thiago Santos. Pour moi, il peut les battre. Et Dominique Reyes. Dominique Reyes. Et même Corey, enfin, où il y a peut-être Corey Anderson qui se met. Non, pour moi, il fait partie du top 5 light heavyweight. Ah ouais, moi non. Oh la vache. Non, je le mets pas dans le top 5. Ah, quand il était parti, il était, je crois, 5 ou 6e. Il avait mis, je crois qu'il avait battu Latifi avec le genou. Ouais. Je crois que c'était ça. Ouais, bah voilà. Donc je mets aller aux portes. Bon, en tout cas, il est aux portes, mais pourquoi est-ce qu'on est parti sur ça déjà? Parce que justement, en gros, pour ces mecs-là, pour José Aldo, il perd contre des mecs qui sont toujours dans les top 5, ou même pas top 5, à chaque fois, qui sont top 2 de leur catégorie, donc il n'y a rien de déshonorant parce que le mec perd face au meilleur. Et en plus, il perd et c'est chaud. Exactement, et d'autres gars comme Cormier, comme Fedor ou José Aldo, on va y arriver. Ou Anderson Silva qui, eux, se mettent à perdre face à des adversaires qui sont soit censés battre, ou soit l'UFC dit clairement, bah c'est pas des gimme fights, mais c'est comme si McGregor avait perdu finalement contre Cowboy, où en gros il est censé gagner et que les gens se disent bon bah ok, il appartient toujours à la catégorie des meilleurs. Ah, c'est vrai. Donc là, c'est là où c'est terrible, c'est que bah du coup, Aldo, sachant ce qu'il vient de faire, il est obligé de continuer à combattre parce qu'il sait qu'il est aux portes du titre. Et pourtant, il va peut-être arriver là dans quelques combats, à un moment donné, où il va perdre contre un mec contre qui il est pas censé perdre. Et là, ça devrait être le déclic. Sauf que quand t'es combattant, tu dis, ok, j'ai eu un coup de mou, j'ai perdu contre ce mec-là, mais je sais ce que je vaux parce qu'il y a un an, je battais les meilleurs. Exactement. Et là, du coup, tu continues à combattre et tu continues à vouloir te prouver et tu descends. Et c'est là où c'est la spirale qui est terrible. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le fait quand à partir d'un moment, c'est un espèce d'engrenage parce que si vous avez un contrat qui est énorme avec l'UFC, type ce qu'avait après Mark Hunt à Lister Overeem, aujourd'hui certes ils sont un peu en deçà de ce qu'ils faisaient avant, mais quand vous vous retrouvez à avoir des 800 000 à chaque fois, vous êtes quasiment assuré d'être main ou co-main event, c'est un peu compliqué de se dire bon je vais refuser ce salaire-là parce que j'ai déjà connu, j'ai déjà énormément d'expérience et au pire mon cerveau va faire le déclic et puis voilà. D'autant plus que c'est en heavyweight, et en heavyweight t'es toujours à un KO de gagner tes $700 000 sans avoir trop sué, tu vois. Non, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Et après il y a l'autre côté du miroir, ceux qui ont réussi à s'en aller au bon moment. GSP. Et c'est tout. Et Georges Saint-Pierre. Ouais. Attends, non, il y en a peut-être un autre. Non, il y a eu, pour moi, oui, parce que dans les mecs aussi qui sont restés beaucoup trop tard et qui ont été obligés de partir, il y a Crocop, qui a tout simplement failli mourir après son deuxième combat contre Nelson. Ouais. Mais après, Crocop, en fait, là où c'est terrible, c'est que toute proportion gardée,
je pense que c'est un peu un même délire à la BJ Penn, dans le sens où en gros il l'a dit lui-même quand il est arrivé à l'UFC, il a été traité comme un roi, mais il venait du Pride où il affrontait les Nogueira, les Fedor, et en gros il s'est dit l'UFC c'est un cran en dessous, et du coup il s'est pas entraîné autant, et du coup il s'est pas donné les moyens de vraiment devenir champion déjà à l'UFC et devenir une légende à l'UFC aussi. Et en gros je pense qu'il a toujours eu un peu ce regret et de se dire putain j'ai pas donné tout mon plein potentiel à l'UFC. Mais après ouais c'est surtout quelqu'un qui est né pour combattre aussi en fait. Enfin oui j'essaie de voir un peu, mais quand il continue à combattre au Rising, qui continue, alors que non, mais quand il avait pris, moi je parlais du moment où il avait gagné le Grand Prix, il avait dit ça y est, c'est mon dernier Grand Prix Rising. Ah oui, c'est vrai. Il avait dit ça y est, c'est terrible. mon dernier. Tout le monde était content parce que la boucle est bouclée. Enfin, tu vois, il y a eu l'éclosion au Pride. Il a perdu depuis. Il avait pas perdu depuis, mais tu te dis à quoi bon, combattre, risquer tout ça, tu signes au Bellator, enfin. Ouais, mais après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il a fini sur une bonne note et il a pas fini par se faire mettre KO par Roy Nelson et on dit ça y est là. Ouais, parce que c'est ce qui était prévu, hein. Le combat était prévu, c'est juste qu'il a eu son non, truc. Il y a eu le combat. Il y a eu le combat et c'est après le combat que, en fait, parce que ça a été une guerre tellement intense qu'il a eu ses problèmes et où là, c'était en mode, il peut tout simplement plus prendre de coups, sinon il risque. Putain, je m'étais fait un autre film dans mon cerveau. Je pensais que le combat n'avait même pas eu lieu en fait. Non, le combat avait bien eu lieu. C'était sur une des grosses cartes du Bellator, bien. Et puis pareil, dans le même âge, il y a Vanderlei Silva qui lui aurait dû s'arrêter aussi beaucoup plus tôt et qui est sur le point qui a signé à une organisation de combat à main nue pour aller se mettre encore plus de dommages. Magnifique. Alors qu'il arrive à peine à parler aujourd'hui. Ouais. Et donc bref, et pour finir, donc l'autre personne qui est, oui, non c'est tout. Il y a uniquement pour l'instant Georges Saint-Pierre qui s'est arrêté au bon moment. Peut-être aussi, son nom m'échappe, c'est terrible, l'autre commentateur du Pride. Bas Rutten. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il a fini sur une série de, je crois que c'était genre 15 victoires, un truc comme ça. Voilà. C'est vrai. Après, c'était autre temps, autre heure. Parce que les derniers combats, quand même, dans les derniers combats, il a affronté Randleman, qui était quand même un putain de monstre. Ouais. Et après, voilà, c'est une autre époque, c'est vrai. Ouais, et puis les derniers combats quand il est revenu, parce qu'il est quand même revenu, hein. Enfin, en gros, comme il était très souvent blessé, en gros, il est revenu à un moment donné, et pour son dernier combat, ou ses deux derniers, je sais plus, mais en gros, il a eu un énorme hiatus de quelques années, et donc quand il est revenu, il devait combattre, je crois que c'était Kimo Leopoldo, et finalement il a affronté un Ruben Villarreal, je crois, un truc comme ça. Donc il est quand même revenu et il a quand même pris le risque de sortir de sa retraite pour faire un combat qu'il aurait pu perdre. Donc il s'est arrêté au bon moment, oui et non, parce qu'il s'est pas vraiment arrêté. Il s'est arrêté après parce qu'il a pas eu le choix à cause des blessures. Ouais. Et idem pour, encore une fois, sinon il aurait continué. Hein. Exactement. Et la plupart du temps, en fait, c'est les blessures qui stoppent les mecs finalement. Ouais. Par exemple, Michael Bisping, par exemple. Ouais. Ouais, grave. Parce que sportivement, il était vraiment à la limite. Ouais. Ça devient très très triste. Ouais. Et heureusement qu'il allait perdre son deuxième œil, sinon je pense qu'il aurait. D'ailleurs, c'est même lui qui l'a dit, hein, parce que c'était. Et le pire, c'est que c'est plus ou moins sa famille qui l'a imploré pour lui dire quand même là. Enfin, tu risques quand même de finir aveugle et allez. Il a quand même perdu son œil au final. Ouais. Non, un des deux, parce que il risquait le deuxième. Ah ouais. Mais oui, parce que je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là où en gros, c'était après le combat face à Gastelum où il disait qu'il avait des lumières, des flashs quand il était en boîte. Il y avait des flashs mais oui, c'est vrai, des flashs qui lui apparaissaient, il a fait faut peut-être que j'aille checker chez le doc et en fait, c'est le docteur qui a dit peut-être falloir se calmer monsieur Bisping. Ouais. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'on se dit quelqu'un comme Michael Bisping qui est aussi intelligent, qu'il a eu besoin de ça pour vraiment s'arrêter. Puis peut-être pour finir Dan Hardy qui est pas complètement arrêté mais qui c'est vrai lui s'est arrêté pas au top parce qu'il y avait pas la ceinture. Mais il a été arrêté, il s'est pas arrêté. Exactement. Parce que du coup, il avait son Wolf Parkinson machin, et donc c'est l'UFC tu vois, il est pas. Ouais, et voilà, ici il revient, il fera des trucs intéressants quoi. Ouais, mais il est encore une fois, il est vraiment, il est brillant, mais il a qu'une envie, c'est de revenir aussi. Donc c'est compliqué à gérer. Ouais. Bien, allez. À bientôt. À bientôt. Soit.